Pourquoi la mer Noire, carrefour stratégique entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient, est-elle aujourd'hui fermée aux flottes de l'OTAN? Ce n'est pas qu'une simple question de tensions politiques, de rivalité militaire ou de rapports de forces régionaux. C'est avant tout inscrit dans le droit international, dans un texte vieux de près d'un siècle, mais toujours aussi déterminant. Depuis février 2022, la Turquie, gardienne séculaire des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a fermé l'accès aux navires de guerre des pays non riverains, en s'appuyant sur la fameuse Convention de Montreux de 1936. Résultat, porte-avions américains, frégates françaises, destroyers britanniques, tous bloqués devant les portes de la mer Noire, incapables d'intervenir dans la région la plus explosive d'Europe à un moment crucial de l'histoire contemporaine. Mais pourquoi la Turquie, membre de l'OTAN depuis plus de 70 ans, tient-elle ce rôle ambigu, oscillant entre Washington et Moscou, et parvient-elle à profiter d'une influence accrue sur la scène internationale? Et surtout, qui contrôle vraiment la mer Noire aujourd'hui, alors que la Russie subit des pertes inédites face à la stratégie ukrainienne? Ignorer ces dynamiques, c'est négliger un bouleversement stratégique majeur dont les conséquences vont bien au-delà du bassin pontique. Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter à la Convention de Montreux et en saisir toutes les subtilités. Depuis près de 90 ans, ce traité sous-estimé façonne l'accès à la mer Noire et conditionne l'équilibre des puissances riveraines et extérieures. Que dit-il exactement? La Convention de Montreux, signée en 1936 dans un contexte de montée des tensions en Europe, accorde à la Turquie un contrôle quasi absolu des détroits reliant la Méditerranée à la mer Noire. Selon ce texte, seuls les pays riverains, Russie, Ukraine, Roumanie, Bulgarie, Géorgie, Turquie, peuvent faire circuler librement leurs navires de guerre à l'intérieur de la mer Noire. Pour tous les autres, les règles sont drastiques. Tonnage limité, durée de séjour restreinte à 21 jours, obligation d'informer Ankara au moins 15 jours à l'avance. Ainsi, la mer Noire n'est donc pas accessible aux flottes occidentales comme elles le voudraient, même en cas de crise ou de conflit régional. Mais ce n'est pas tout. Surtout, en cas de guerre, ou même de simples menaces de guerre, la Turquie peut fermer totalement les détroits à tout navire militaire, quelle que soit sa nationalité. C'est précisément ce qu'elle a fait en février 2022, après l'invasion russe de l'Ukraine. En invoquant la Convention, Ankara a fermé les détroits à tous les navires de guerre étrangers. Cette décision, bien que conforme au droit, a surpris de nombreux observateurs. Elle a empêché la Russie de renforcer sa flotte, mais a aussi bloqué l'OTAN, dont la puissante 6e flotte américaine est restée en Méditerranée, impuissante à agir dans la région à un moment critique. Imaginez l'effet domino si Ankara avait choisi une autre voie. La mer Noire aurait pu devenir un théâtre d'affrontement direct entre l'OTAN et la Russie, avec tous les risques d'escalade que cela comporte. Beaucoup sous-estiment encore aujourd'hui l'impact réel de ces règles méconnues. Ignorer la Convention de Montreux, c'est mal comprendre la nouvelle donne stratégique en mer Noire, et donc la géopolitique de l'Europe orientale tout entière. Mais alors, pourquoi la Turquie, membre fidèle mais parfois imprévisible de l'OTAN, a-t-elle utilisé ce droit précisément en 2022? S'agit-il d'un calcul froid, d'un réflexe de prudence ou d'une stratégie d'influence? La Turquie joue-t-elle un double jeu ou pratique-t-elle une diplomatie d'équilibriste? Depuis février 2022, elle a fermé les détroits à tout navire de guerre étranger, sans distinction. Un geste fort, dicté par la lettre de la Convention, mais aussi par le souci de préserver ses propres intérêts. Ni la Russie ni l'OTAN n'ont pu renforcer leur présence navale. Pour Moscou, ce verrouillage a limité la rotation de ses navires et le ravitaillement, mais l'essentiel de sa flotte était déjà sur place, ce qui a partiellement atténué l'effet immédiat. Pour l'OTAN, en revanche, le choc est rude. Impossible de projeter des porte-avions, de nouvelles frégates ou de soutenir l'Ukraine par la mer au moment où elle en avait le plus besoin. L'Alliance, d'habitude omniprésente sur tous les océans, se retrouve spectatrice d'une guerre navale qu'elle ne peut ni empêcher ni influencer directement. Cette situation inédite a pris de court de nombreux stratèges occidentaux. Comment garantir la sécurité collective sans possibilité d'accès maritime? Le plus fascinant,
c'est la posture d'équilibriste d'Ankara. D'un côté, la Turquie montre à ses alliés occidentaux qu'elle respecte le droit international, en bloquant les ambitions russes conformément à la Convention. De l'autre, elle évite toute rupture avec Moscou. Pas de sanctions économiques, maintien du commerce, accueil des capitaux et des touristes russes, et rôle de médiatrice dans les négociations sur les exportations de céréales ukrainiennes. Cette diplomatie du ni totalement alignée sur l'Occident, ni hostile à la Russie, lui offre un levier d'influence inédit. La Turquie accroît sa valeur diplomatique auprès des deux camps, se rendant indispensable aux yeux de tous, sans jamais s'aliéner complètement l'un ou l'autre. N'est-ce pas là l'exemple parfait d'une puissance moyenne qui maximise ses intérêts dans un contexte incertain? Ce jeu subtil, cependant, a ses risques. La crédibilité de l'OTAN est en jeu, la Russie ajuste sa stratégie navale et la Turquie repousse les limites de son autonomie stratégique. Mais alors, que se passe-t-il vraiment sur le terrain en mer Noire? Qui détient réellement l'ascendant? La Russie, longtemps dominante, a-t-elle perdu l'avantage face à l'innovation ukrainienne? Jusqu'en 2022, la flotte russe régnait sans partage, symbolisée par le croiseur Moskva, fierté de Moscou et centre de commandement flottant. Mais son naufrage, touché par des missiles ukrainiens Neptune, a marqué un tournant. Pour la première fois, un acteur jugé secondaire, l'Ukraine, privé de marine classique, s'impose grâce à la technologie et à l'audace. Ce coup de théâtre a bouleversé la hiérarchie navale. Depuis cet événement, la Russie a perdu plusieurs navires importants, dont des sous-marins et des infrastructures à Sébastopol, frappés par missiles, frappes aériennes et surtout grâce aux drones marins ukrainiens. Conséquence directe, la flotte russe a dû évacuer Sébastopol, devenue trop vulnérable, pour se replier à Novorossiysk, une base beaucoup moins adaptée à la guerre navale moderne. Les installations y sont sommaires, les navires plus exposés, loin de la sécurité offerte par une base fortifiée et historique. La puissance navale russe, jadis incontestée dans cette région, est aujourd'hui affaiblie, contrainte à la défensive et sur la défensive face à des attaques répétées et imprévisibles. Plus surprenant encore, l'Ukraine, sans flotte classique, a imposé sa loi dans le nord-ouest de la mer Noire. Grâce à ses drones marins, petits engins rapides, presque indétectables, capables de parcourir des centaines de kilomètres et de frapper fort, l'Ukraine a réussi là où bien des puissances auraient échoué. Le coût d'un drone? Une fraction infime de celui d'un navire russe, mais l'effet est disproportionné. Le modèle classique du gros navire dominant la mer est bousculé par ses armes asymétriques, innovantes, accessibles, qui permettent à une puissance moyenne de défier un géant. Ce nouvel équilibre fragilise la domination russe et donne à l'Ukraine une marge de manœuvre inattendue. Désormais, ni la Russie ni l'OTAN ne contrôlent vraiment la mer Noire. Technologie disruptive, droit international restrictif et stratégie turque ont tout changé. Mais quelles conséquences stratégiques pour l'avenir de la région? Quelles leçons pour les marines du monde entier? Regardons ce qui se profile. La mer Noire est-elle devenue un laboratoire de la nouvelle guerre navale? Aujourd'hui, la réponse est oui, sans ambiguïté. Depuis février 2022, l'OTAN a disparu du théâtre maritime, écarté par le verrou turc. Tant que la Convention de Montreux reste appliquée, aucun navire de guerre de l'Alliance ne franchira les détroits. La Russie n'a plus la domination qu'elle espérait. Sa flotte a perdu son fleuron, évacué Sébastopol, et voit ses navires harcelés, parfois détruits, par des drones ukrainiens qui coûtent bien moins cher qu'une frégate occidentale. On assiste à un véritable renversement des règles traditionnelles. La dissuasion classique, les grandes manœuvres navales, la projection de puissance par d'énormes bâtiments, tout cela ne fonctionne plus comme avant. À la place, la technologie asymétrique domine. L'Ukraine, privée de marine au début du conflit, a répondu par l'innovation et l'audace. Contrôlés à distance, peu coûteux, ces drones marins frappent loin, bouleversant la logique du rapport de force. Certains analystes comparent leur impact à celui de la torpille à la fin du XIXe siècle. Qui aurait cru, il y a seulement 2 ans, que des engins de quelques mètres pourraient en mettre en échec la deuxième marine du monde? Au centre de ce nouvel échiquier, la Turquie impose sa loi. Gardienne jalouse des détroits,
pilier de l'OTAN, mais puissance soucieuse de ses propres intérêts stratégiques, ni trop proche de Moscou, ni totalement alignée sur Bruxelles ou Washington. Impossible pour l'Alliance de se passer d'Ankara. Contrôle des accès, base d'Incirlik, poids diplomatique. L'OTAN doit s'adapter, et Ankara le sait parfaitement. La Turquie est devenue, qu'on le veuille ou non, la clé de voûte de la sécurité régionale. L'avenir dépend de trois inconnus majeurs. La Turquie assouplira-t-elle un jour son contrôle sur les détroits? Les drones ukrainiens continueront-ils de tenir la Russie à distance, ou la Russie trouvera-t-elle la parade? Et Sébastopol, ce cœur stratégique, restera-t-il contesté ou retombera-t-il sous contrôle russe? Une chose est sûre, la mer Noire inspire et inquiète toutes les puissances navales. Ignorer cette transformation, c'est risquer d'être dépassé, de ne pas comprendre la nouvelle réalité stratégique qui s'invente sous nos yeux. En conclusion, comment désormais penser la puissance navale et l'équilibre en mer Noire? La Turquie est-elle devenue irremplaçable pour l'OTAN? Et ces drones marins ukrainiens vont-ils transformer durablement la guerre en mer, imposant un nouvel ordre naval mondial? Ce qui est certain, c'est que la position turque reste la clé de l'équilibre régional. Ankara contrôle les détroits, verrouille l'accès à la mer Noire et, grâce à la Convention de Montreux, impose sa lecture du droit international avec habileté. Pourquoi l'Occident tolère-t-il cela malgré les tensions? Parce que perdre la Turquie, ce serait sacrifier une base logistique essentielle, une armée puissante, un relais unique entre l'Europe, le Moyen-Orient et le Caucase. Erdogan et ses prédécesseurs l'ont parfaitement compris, tout comme Washington et Bruxelles. D'où la capacité d'Ankara à imposer un pragmatisme déroutant, oscillant entre toutes les positions tout en restant indispensable. Mais il ne faut pas oublier le second bouleversement, l'irruption spectaculaire des drones marins. Pour l'Ukraine, ce pari technologique a permis de briser l'avantage russe, bouleversant la hiérarchie navale avec des moyens asymétriques, agiles et innovants. Aujourd'hui, la mer Noire est un laboratoire inédit, où la puissance se mesure à l'innovation, la capacité d'adaptation et la créativité tactique plus qu'au tonnage ou au prestige. Ne pas saisir ces dynamiques, c'est passer à côté de l'avenir des alliances, de la sécurité régionale et de la guerre navale. La Turquie tiendra-t-elle la barre si l'équilibre bascule? Les drones marins resteront-ils une carte maîtresse ou ne sont-ils qu'une parenthèse dans l'histoire navale? Les grandes flottes rebondiront-elles en s'adaptant à cette nouvelle donne? À vous de juger. Dites-nous en commentaire si, selon vous, ces innovations vont transformer durablement la guerre navale ou si les grandes puissances parviendront à reprendre l'avantage. Merci d'avoir suivi cette analyse et à bientôt pour explorer ensemble un nouveau front de la géopolitique maritime.